Avant les guerres du streaming, avant que Marvel ne domine tous les écrans, avant qu'Internet ne transforme chaque communauté de fans en une armée mondiale, il y avait une série télévisée qui osait imaginer un avenir où l'humanité aurait conquis les étoiles. Elle a été diffusée pour la première fois le 8 septembre 1966. Les audiences étaient décevantes, le budget lamentablement bas. Et pourtant, Star Trek, la série originale, est devenue l'une des œuvres de science-fiction les plus influentes de tous les temps. Mais derrière les rayons de téléportation et les saluts vulcains se cache une histoire dont personne ne parle. Voici 20 faits insolites sur Star Trek 1966 que vous ignoriez certainement. Kirk a failli ne jamais être capitaine. Commençons par celui qui a failli ne jamais exister. Lorsque Gene Roddenberry a présenté Star Trek à NBC, il n'avait pas William Shatner en tête. La chaîne était déjà conquise par Jeffrey Hunter, la star hollywoodienne qui avait incarné Jésus-Christ dans Le Roi des Rois. Hunter a tourné le pilote original dans le rôle du capitaine Christopher Pike. Il était sérieux, pensif et philosophe, tout ce que Roddenberry désirait, puis il s'éloigna. Certains disent que sa femme le lui a déconseillé, d'autres qu'il jugeait le projet indigne de lui. Quoi qu'il en soit, il est parti. Place à William Shatner, plus audacieux, plus théâtral, magnétique. L'âme même de la série a basculé dès l'instant où il a foulé ce pont. Tragiquement, Hunter est décédé 3 ans plus tard, à 42 ans, sans jamais savoir ce que Star Trek allait devenir. Alors, si le capitaine Kirk a failli ne jamais exister, qu'en est-il du personnage qui a marqué Star Trek plus que Kirk lui-même? Spock était censé avoir la peau rouge. Le Spock que nous connaissons aurait pu avoir une apparence très différente. Les notes conceptuelles originales de Roddenberry décrivaient Spock avec une peau rougeâtre, presque satanique, inquiétante, surnaturelle, comme une créature venue d'un autre monde. Les premiers croquis de conception insistaient fortement sur cette image démoniaque. Puis la réalité a fait son apparition, la télévision en noir et blanc. En 1966, la plupart des foyers américains regardaient encore la télévision en noir et blanc. Une peau rouge apparaîtrait sombre, presque noire, véhiculant un message visuel totalement erroné. Ils ont donc opté pour une teinte jaune verdâtre, assez subtile pour suggérer un aspect étrange, mais assez clair pour être lisible sur des écrans monochromes. L'ironie? Lorsque la série a été diffusée en couleur, la teinte était si subtile que la plupart des téléspectateurs ne l'ont même pas remarqué. Mais les oreilles pointues ont fait leur effet, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Cependant, modifier l'apparence de Spock n'était que le début, car l'une des inventions les plus emblématiques de la série n'avait absolument pas été prévue. C'était une solution de dernière minute à un problème bien plus important. Le téléporteur a été inventé pour des raisons d'économie. Demandez à n'importe quel fan de Star Trek quelle est sa technologie préférée de la série, et il y a de fortes chances qu'il vous réponde le téléporteur. La capacité de désassembler un être humain au niveau moléculaire et de le réassembler ailleurs est l'une des idées les plus audacieuses de la science-fiction. Mais voici le secret que Gene Roddenberry aurait sans doute préféré vous cacher. Le téléporteur n'est pas né d'une vision narrative visionnaire, mais d'une crise budgétaire. À l'origine, il était prévu de montrer l'équipage de l'Enterprise voyageant d'une planète à l'autre à l'ancienne, une navette. Le résultat aurait été spectaculaire, mais aurait coûté une somme astronomique que la série ne pouvait tout simplement pas se permettre. L'équipe de production avait besoin d'une solution plus économique et rapide. Elle a alors opté pour le transporteur, un effet spécial obtenu en filmant de la poussière scintillante tombant sur un fond sombre, puis en inversant la séquence. Une fraction du budget nécessaire pour filmer l'atterrissage d'une navette. Ce qui avait commencé comme une mesure d'économie est devenu l'un des symboles emblématiques de toute la franchise. Aujourd'hui, les physiciens débattent de la possibilité que la téléportation soit un jour réelle. Des scientifiques universitaires mènent des expériences inspirées par ce concept. Tout cela trouve son origine dans une équipe de production qui n'avait pas les moyens de construire une navette spatiale. Et si une série aussi légendaire que le transporteur est née d'une crise budgétaire, attendez de voir ce que la chaîne pensait de toute la série à ses débuts. NBC a rejeté le pilote original, le jugeant trop cérébral. La plupart des séries n'ont droit qu'à une seule chance avec une chaîne. Star Trek a bénéficié d'un traitement quasi inédit, une seconde chance, mais seulement après avoir appris que son premier pilote était fondamentalement erroné. Le pilote original, intitulé The Cage, a été soumis à NBC en 1965. Le personnage de copilote, interprété par Michael Barrett, était apparemment inacceptable pour les dirigeants de l'époque.
NBC a catégoriquement refusé le projet, mais a commandé un second pilote, chose presque inédite. Roddenberry a tout repris à zéro. Le numéro 1 a été abandonné. Kirk, Spock et d'un ton plus dynamique et axé sur l'action ont fait leur apparition. Mais Roddenberry n'a pas laissé tomber The Cage. Il a par la suite réutilisé les images pour en faire un épisode en 2 parties intitulé The Menagerie, le seul épisode de Star Trek à avoir remporté un prix Hugo. Le pilote initialement refusé est devenu une série télévisée primée. Mais même après avoir frôlé l'échec, Star Trek a repoussé les limites d'une manière inattendue. Et une actrice a failli abandonner le projet avant de réaliser l'importance de son rôle. Nichelle Nichols a été convaincue de rester grâce à Martin Luther King Jr. Dans les années 1960, à la télévision américaine, le simple fait de se présenter au travail était déjà un acte radical. Dans le rôle du lieutenant Uhura, elle fut l'une des premières femmes noires à occuper un rôle important et indépendant à la télévision grand public. Elle avait de l'autorité, elle était indispensable. Mais après la première saison, elle était prête à démissionner. Broadway l'appelait. Elle a remis sa démission à Roddenberry, puis elle a assisté à un événement de la NAACP. Le docteur Martin Luther King Jr. a demandé à la rencontrer. Il lui a dit qu'Uhura était un symbole, que pour la première fois, de jeunes enfants noirs pouvaient voir une professionnelle qui leur ressemblait. Une officière, une personne d'une dignité exemplaire, au sommet de l'art. Elle retira sa démission le lendemain. Elle qualifia plus tard cette conversation de l'un des moments les plus marquants de sa vie. Leonard Nimoy était très incertain quant à l'interprétation de Spock. Aujourd'hui, Nimoy et Spock sont indissociables, mais au début de la production, Nimoy doutait du succès du personnage, voire même de son envie de l'interpréter. Ce qui l'inquiétait, c'était les oreilles. Ses oreilles pointues, cette peau verdâtre, c'est très étrange. Il craignait que cela ne donne à Spock l'apparence d'un monstre, un vilain monstrueux plutôt qu'un héros attachant. Il craignait d'être catalogué, réduit à un numéro de cirque dans un costume en caoutchouc. Il avait aussi du mal avec la froideur émotionnelle que le rôle exigeait. Nimoy était un acteur expressif de formation. Interpréter un être qui réprimait toute émotion l'obligeait à reprogrammer complètement ses instincts. Ce qui a tout changé, c'est le public. Les téléspectateurs n'ont pas vu un monstre. Ils ont perçu, sous le stoïcisme, une chaleur sous la logique. Nimoy a ensuite écrit 2 autobiographies. La première, Je ne suis pas Spock. La seconde, Je suis Spock. Le parcours entre ces 2 titres est révélateur. Le baiser interracial a failli ne pas être diffusé. Le 22 novembre 1968, Kirk et Uhura échangèrent un baiser. Ce baiser est largement considéré comme l'un des premiers baisers interraciaux jamais diffusés à la télévision américaine en prime time. Ce que vous ignorez peut-être, c'est à quel point la chaîne s'est battue pour l'empêcher. NBC a exigé une réécriture de la scène. Le baiser était donc forcé, imposé par des extraterrestres au pouvoir télékinésique et non choisi par les personnages. L'idée était de permettre aux chaînes affiliées du Sud de le rejeter. Ce n'était pas un vrai baiser. C'était du contrôle mental extraterrestre. Mais Shatner et Nichols avaient d'autres idées. Ils ont délibérément raté les prises où ils gardaient leurs têtes séparées. Ils ont forcé le réalisateur à utiliser la prise où ils se tournaient l'un vers l'autre. La chaîne a obtenu son avertissement. Les acteurs ont eu leur moment. Nichols s'est souvenu plus tard d'une lettre d'un Blanc du Sud. Il disait que ce moment l'avait amené à remettre en question toutes ses convictions. On Baiser. Dans une série de science-fiction, ça a changé la vie d'un homme. La série a été sauvée à 2 reprises grâce à des campagnes de fans. Star Trek n'a jamais connu un succès d'audience retentissant. Après la première saison, NBC a commencé à évoquer la possibilité de son annulation. Après la 2e campagne, le bruit s'est intensifié. Ce qui s'est passé ensuite était sans précédent dans l'histoire de la télévision. Les fans se sont organisés. On estime à plus d'1 million le nombre de lettres reçues. Les bureaux de NBC ont été submergés par les 2 campagnes. Des pétitions ont circulé sur les campus universitaires. Des fans ont manifesté devant le siège de NBC. Pour une communauté de fans sans Internet, sans réseaux sociaux et sans infrastructure numérique. Ce fut un acte de volonté collective extraordinaire. Et ça a marché. À 2 reprises, NBC a renouvelé la série pour une 3e saison, allant même jusqu'à l'annoncer publiquement lors d'une convention. C'était l'une des premières fois de l'histoire que la pression du public avait concrètement fait basculer une décision d'annulation de la chaîne. La 3e saison fut la plus faible, faute de budget. Diffusée tard le vendredi soir, la série fut finalement annulée en 1969. Mais cette 3e saison lui permit d'atteindre le nombre d'épisodes nécessaires pour être rediffusée.
Et cela changea tout. La maquette de l'Enterprise n'a jamais été terminée sur sa face inférieure. L'USS Enterprise, NCC 1701, l'un des vaisseaux spatiaux les plus emblématiques de la fiction. Mais la maquette originale du tournage recelait un secret que les caméras n'étaient pas censées révéler. Haute de 3,35 mètres, elle était minutieusement détaillée, du moins sur les faces visibles à l'écran. Quant à la face inférieure, elle était en grande partie inachevée, brute, rugueuse et par endroits non peinte. Le raisonnement était simple. Chaque plan était composé en plongée ou en angle. Il n'y avait ni budget ni raison de peaufiner les surfaces que le public ne verrait jamais. Le modèle original est désormais exposé au Musée national de l'air et de l'espace du Smithsonian. Si vous aviez l'occasion de regarder en dessous, vous contempleriez le dessous inachevé de l'un des véhicules les plus célèbres de l'histoire de la fiction. « Téléportez-moi, Scotty !» Cette phrase n'a jamais été prononcée. Celle-ci est presque douloureuse. Parce que ça paraît forcément faux. « Téléportez-moi, Scotty !» est l'une des phrases les plus célèbres de la culture populaire. On la retrouve sur des t-shirts, des autocollants et des cartes de vœux depuis 50 ans. Ces mots ont même été prononcés par des astronautes à bord de la Station spatiale internationale lors du décès de James Doohan, l'acteur qui incarnait Scotty. Pourtant, la phrase exacte « Téléportez-moi » Scotty n'apparaît nulle part dans la série originale. Pas une seule fois. Dans différents épisodes, Kirk dit en réalité des choses comme « Téléportez-nous, Scotty !» Scotty, téléportez-moi. Ou simplement, Enterprise, téléportez-moi. Des variantes à l'infini. Mais la phrase exacte devenue culte, jamais prononcée. Ce phénomène, où la mémoire collective d'une citation diffère de ce qui a été réellement dit, est étonnamment fréquent. Rejouez-la, Sam. Cette réplique n'a jamais été prononcée dans Casablanca. Élémentaire. Mon cher Watson n'apparaît pas dans les histoires originales de Conan Doyle. Luke, je suis ton père, n'est pas tout à fait exact non plus. Darth Vader dit en réalité « Non, je suis ton père ». Mais le cas de Star Trek est particulièrement frappant. Car cette citation erronée est devenue plus célèbre que n'importe quelle réplique originale de la série. La langue acquiert une vie propre. Et parfois, l'histoire que l'on raconte à propos de quelque chose compte plus que la chose elle-même. Et une fois que vous aurez compris à quel point Star Trek existe dans notre imagination, attendez de voir à quel point une grande partie de ce que vous avez vu à l'écran n'était pas du tout original. La plupart des costumes extraterrestres provenaient d'autres séries. Star Trek se déroulait dans un univers foisonnant de civilisations extraterrestres. Semaine après semaine, l'équipage de l'Enterprise rencontrait des êtres venus de mondes étranges, des créatures aux tenues exotiques, aux armures inhabituelles et aux costumes de cérémonies bizarres. Le département des costumes devait être d'une créativité extraordinaire. Il l'était, mais il était aussi d'une ingéniosité extraordinaire. Car une grande partie des vêtements présentés à l'écran comme étant ceux d'extraterrestres étaient en réalité des vêtements humains empruntés, volés ou réutilisés dans les archives de costumes des studios. Dans les années 1960, les studios hollywoodiens possédaient d'immenses entrepôts de costumes, véritables collections accumulées au fil de décennies de production cinématographique et télévisuelle. L'équipe des costumes de Star Trek puisait sans cesse dans ces archives. Les toges romaines sont devenues des robes de cérémonie extraterrestres. Les costumes de saloon de l'Ouest sont devenus les vêtements de civilisations lointaines. De vieux costumes de films de science-fiction de série B ont été repeints et ornés d'insignes extraterrestres. Les spectateurs les plus attentifs ont parfois reconnu des éléments familiers. Un costume apparu dans une épopée biblique se retrouvait ainsi sur une planète extraterrestre lointaine. Ou encore une tenue de chevalier médiéval repeinte et accessoirisée pour lui donner un aspect interstellaire. L'équipe des costumes avait un don pour la métamorphose. Elle savait rendre l'ordinaire extraordinaire. Il s'agissait de résoudre un problème de manière créative sous pression. Et ça a fonctionné, car à la télévision, où l'on regarde dans un salon plutôt qu'au cinéma, l'illusion n'a besoin de tenir que quelques secondes à la fois. Car lorsqu'il s'agit de créer un univers entier avec un budget serré, même les armes les plus emblématiques de la série ont eu des débuts étonnamment modestes. Les phaseurs étaient à l'origine des pistolets laser jouets transformés. Ils sont devenus l'une des armes accessoires les plus emblématiques de toute la science-fiction. À l'origine, il s'agissait d'ailleurs essentiellement d'un jouet. Le département des accessoires s'est inspiré d'une collection de pistolets laser en plastique déjà présents dans les stocks du studio pour créer le phaser portatif. Objet insolite et accessoire bon marché, issu de productions précédentes.
L'équipe de conception les a modifiés. Nouvelle peinture, nouveaux détails, nouveaux composants. Le tout a été greffé pour leur donner un aspect plus sophistiqué et futuriste. Le résultat avait un aspect légèrement jouet, ce que les fans avaient déjà remarqué à l'époque. Le plastique paraissait bon marché lorsqu'on l'examinait de près, et les proportions étaient légèrement disproportionnées pour une arme sérieuse. Mais à l'écran, avec le bon éclairage et les bons effets sonores, il semblait incarner le futur. Irony du sort. Le phaser a par la suite inspiré de véritables recherches sur les armes. L'armée américaine a dépensé des millions de dollars au fil des décennies pour développer des armes à énergie dirigée. Des systèmes laser directement inspirés de l'univers de Star Trek. Un pistolet jouet repeint a servi de modèle à un véritable programme d'armement. Mais ces solutions économiques n'ont pas toujours fonctionné sans accroc. Parfois, elles ont même engendré des problèmes que les acteurs ont dû gérer en direct. Les Tribbles représentaient un danger électrique. Aucun épisode de Star Trek ne capture mieux l'esprit ludique et créatif de la série que le problème des Tribbles. L'épisode de 1967 dans lequel l'Enterprise est envahie par de petites créatures duveteuses, ronronnantes et se reproduisant rapidement. Appelés Tribbles. C'est drôle, intelligent et plein de répliques cultes. Ce que l'épisode ne dit pas, c'est que les Tribbles ont été un véritable casse-tête en coulisses. Les accessoires Tribbles étaient de simple construction. De la fourrure synthétique tendue sur des sphères de mousse, certaines renfermant de petits moteurs pour simuler le ronronnement. Elles avaient l'air adorables. Sous l'éclairage cru d'un studio de télévision des années 1960, cependant, elles se transformaient en quelque chose de complètement différent. Générateur d'électricité statique, la fourrure synthétique, chauffée par les projecteurs du studio, accumulait d'énormes charges statiques. Des Tribbles collaient aux costumes des acteurs et s'accrochaient aux meubles du décor. Ils s'accrochaient au matériel de la caméra. Les membres de l'équipe recevaient régulièrement de petites décharges électriques. Plus on les manipulait, plus le problème s'aggravait. L'épisode nécessitait la manipulation de centaines d'accessoires. L'équipe de production a dû mettre au point des méthodes pour les décharger, entre les prises et limiter leur temps d'exposition au projecteur avant le tournage. Le tout afin de pouvoir tourner un épisode mettant en scène d'adorables animaux imaginaires sans électrocuter les acteurs. Le cinéma est un milieu glamour. Et si les Tribbles ont semé le chaos en coulisses, la série a involontairement créé un élément qui allait devenir une composante permanente du langage de la culture populaire. Le trope de la chemise rouge est né ici. Si vous avez passé du temps dans la culture geek, vous savez ce qu'est une chemise rouge. C'est le personnage sacrifiable. Le membre d'équipage anonyme qui se téléporte sur la planète avec les héros principaux et meurt en 5 minutes. Le sacrifice qui illustre le danger sans mettre en danger les personnages auxquels le public s'attache. Star Trek n'a pas inventé le concept de personnage secondaire sacrifiable, mais lui a donné son nom et son langage visuel. Dans le système d'uniformes par couleur de la série, les uniformes rouges étaient portés par les services d'ingénierie et de sécurité. Les membres d'équipage les plus susceptibles d'être envoyés dans des situations dangereuses. Et ces mêmes membres d'équipage, lorsqu'ils apparaissaient comme personnages secondaires lors de missions d'exploration, présentaient une tendance statistiquement alarmante à mourir. Les statistiques compilées par les fans au fil des ans suggèrent que les personnages en uniforme rouge représentaient une part disproportionnée des décès à l'écran. La série n'a jamais explicitement mis l'accent sur ce schéma. Aucun personnage ne dit jamais « ne porte pas la chemise rouge ». C'était une grammaire visuelle que le public a assimilée inconsciemment, épisode après épisode, jusqu'à devenir un raccourci culturel qui a perduré bien au-delà de la série. Aujourd'hui, la chemise rouge est utilisée dans les discussions sur la narration, la culture d'entreprise, l'analyse militaire, et même dans les articles universitaires sur la structure narrative. Pas mal pour un choix de costume dans une série de science-fiction à petit budget des années 1960. Mais ce n'est pas tout, car l'un des éléments les plus célèbres de l'histoire de Star Trek n'était en réalité pas aussi central qu'on le pense. Les Klingons n'étaient pas les principaux méchants. Demandez à quelqu'un qui sont les principaux méchants de Star Trek, et presque tout le monde vous répondra les Klingons. Le peuple guerrier, les ennemis honorables, les rivaux devenus alliés. Les Klingons sont si indissociables de Star Trek qu'il est difficile d'imaginer la franchise sans eux. Pourtant, dans la série originale, ils n'avaient qu'un rôle secondaire. Les Romuliens sont apparus pour la première fois dans l'épisode « L'équilibre de la terreur », considéré comme l'un des meilleurs de la série, et étaient initialement présentés comme les principaux antagonistes.
secrets, calculateurs et attachés à un sens de l'honneur qui leur était propre. Les Romuliens semblaient refléter les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique durant la guerre froide. Les Klingons sont apparus dans des épisodes ultérieurs comme une menace plus brutale et ouvertement agressive. De nombreux critiques ont noté une ressemblance avec une autre forme d'angoisse liée à la guerre froide. Ces films étaient mémorables et populaires, mais ils n'ont pas dominé la série originale comme les épisodes suivants l'auraient laissé présager. Ce sont les films et séries suivants, notamment Star Trek 3 et La Nouvelle Génération, qui ont propulsé les Klingons au rang de figures culturelles dominantes qu'ils occupent aujourd'hui. La série originale était plus nuancée dans sa représentation des méchants que sa réputation ne le laisse supposer. Et si les méchants n'étaient pas ceux auxquels on s'attendait, la manière dont le héros était construit l'était tout autant. L'héroïsme de Kirk repose délibérément sur sa capacité à outrepasser les ordres de l'ordinateur. Le capitaine Kirk est réputé pour son instinct, pour prendre des décisions impossibles, pour triompher des situations les plus désespérées. C'est l'essence même de son caractère. Et il s'avère que ce n'était pas un hasard, c'était intentionnel. Les scénaristes et les producteurs ont pris la décision délibérée et documentée d'utiliser l'ordinateur de bord comme un contrepoint à l'héroïsme de Kirk. Quand l'ordinateur parlait, il parlait en termes de probabilité. Il y a 78,3% de chances que la mission échoue. La voie logique à suivre entraînerait des pertes inacceptables. Il n'existe aucun précédent de réussite. Et puis, Kirk passait outre, à chaque fois. Et il avait raison. C'était un argument très précis que la série défendait. L'intuition contre les données. À propos du jugement humain face au calcul machine. À propos de la valeur inestimable de l'expérience et du courage moral dans un univers impossible à quantifier. En 1966, alors que les ordinateurs commençaient à peine à se faire connaître du grand public, cette affirmation était particulièrement pertinente. Le débat que la série mettait en scène, l'homme contre la machine, l'instinct contre l'algorithme, était plus pertinent aujourd'hui qu'il ne l'était lors de la première diffusion des épisodes. Chaque fois que nous débattons de la question de savoir si l'intelligence artificielle peut être utilisée pour prendre des décisions importantes, nous nous retrouvons face au même débat que Kirk avait avec l'ordinateur de bord. Et généralement, il avait gain de cause. Nous sommes encore en train de le découvrir. Car derrière toutes ces batailles spatiales et ces rencontres extraterrestres, Star Trek menait discrètement quelque chose de bien plus audacieux. La série a réussi à faire passer des commentaires sociaux en douce, malgré la censure des chaînes de télévision. Gene Roddenberry avait une vision de Star Trek qui dépassait le simple divertissement. Il voulait utiliser le futur comme un miroir. Pour faire le point sur le présent et dire « Regardez où nous en sommes ». Regardez ce que nous pourrions être. Regardez ce que nous continuons de faire de mal. Dans l'Amérique de la fin des années 1960, marquée par les tensions raciales et l'instabilité politique, une telle ambition était dangereuse. La censure des chaînes de télévision était vigilante. Tout ce qui semblait aborder de front les droits civiques, le Vietnam, la guerre froide ou les inégalités sociales risquaient d'être coupées, voire d'entraîner l'annulation pure et simple de l'émission. Roddenberry et ses scénaristes ont donc habillé leurs arguments d'une apparence extraterrestre. L'épisode « Que ce soit votre dernier champ de bataille » met en scène une race extraterrestre humanoïde déchirée par les conflits internes. Un côté de leur visage est noir, l'autre blanc. Ils se sont livrés pendant des siècles à une haine mutuelle et à une guerre génocidaire pour déterminer quelle configuration est supérieure. L'allégorie était on ne peut plus claire. D'autres épisodes abordaient le profit de guerre, la corruption politique, la tyrannie de la foule et l'extrémisme religieux, le tout à travers le prisme rassurant de mondes extraterrestres et de siècles futurs. Apparemment, les censeurs avaient plus de mal à s'opposer aux métaphores. C'était de la télévision transformée en théâtre politique, déguisée en aventure spatiale. Et ça a marché, non seulement pour contourner la censure, mais aussi pour toucher un public qui aurait sans doute zappé si on lui avait présenté les mêmes idées sans le rappeur de science-fiction. Mais tout n'était pas sérieux ou politique sur le plateau. Parfois, c'était même carrément bizarre. L'équipe a enregistré un album de Noël loufoque. Tout ne se passait pas en coulisses sur le tournage de Star Trek, que ce soit du grand spectacle ou des chefs-d'œuvre de science-fiction. Parfois, c'était un joyeux chaos. À un moment donné de la production, quelqu'un a eu l'idée géniale, ou un peu folle, de réunir toute l'équipe en studio pour enregistrer un album de Noël. Et pas dans un style lisse et commercial. Oh non, c'était du kitsch à l'état pur. William Shatner ne s'est pas contenté de chanter. Il s'est investi à fond. Ce version de Twinkle,
Twinkle, Little Star sonnait comme une berceuse spatiale dramatique, à la fois apaisante et légèrement déroutante. De son côté, Leonard Nimoy, fidèle à son style sérieux habituel, a interprété un texte parlé intitulé Once Upon a Star comme s'il narrait l'univers lui-même. Ensuite, Nichelle Nichols. Walter Koenig et le reste de l'équipe se sont lancés dans des morceaux festifs comme Christmas Tree avec une joie de vivre presque exubérante. Le plus surprenant, ce n'était même pas censé être un album à gros budget. Il s'agissait simplement d'un petit projet promotionnel original destiné aux fans et aux archives du studio. Des copies pirates ont commencé à circuler. Les sorties officielles ont suivi. Et soudain, ces petits projets parallèles étranges est devenu un joyau culte des fêtes. Parce que, franchement, rien n'évoque mieux Noël que votre équipage spatial préféré qui se comporte de façon un peu ridicule. Le budget était incroyablement bas, presque risible. Tout ce que vous avez vu dans cette vidéo, les effets spéciaux, le maquillage des extraterrestres, les décors élaborés, la maquette du vaisseau spatial, a été réalisé avec un budget à faire pâlir une chaîne YouTube moderne. Les coûts de production par épisode fluctuaient, mais restaient constamment limités, obligeant toute l'équipe à faire preuve d'une ingéniosité sans cesse renouvelée. Les décors étaient réutilisés en permanence. Le même couloir standard apparaissait, avec quelques modifications mineures, sur les planètes extraterrestres, les stations spatiales et les installations de Starfleet. Les figurants étaient souvent des membres d'équipage d'autres départements, simplement costumés. Les effets spéciaux qui coûtent aujourd'hui des millions. Bataille spatiale, surfaces planétaires, environnement extraterrestre, étaient réalisés à l'époque grâce à des maquettes artisanales, des décors peints et des incrustations photographiques effectuées en post-production pour un coût dérisoire. Le langage visuel de la série reposait entièrement sur des solutions de fortune. Dès la 3e saison, le budget a été encore réduit et la qualité des effets spéciaux et de la production a sensiblement baissé. Des épisodes qui auraient dû être visuellement spectaculaires se sont retrouvés réduits à de simples dialogues entre acteurs. L'ambition des scénarios dépassait les capacités du budget. Et pourtant, dépouillé de tout sauf des idées et des interprétations, le résultat fonctionnait. Ce qui en dit long sur ce qui a véritablement fait la grandeur de Star Trek. Ce qui rend la suite encore plus incroyable. Car malgré toutes ces difficultés, le véritable succès n'avait même pas encore commencé. La série n'est devenue un phénomène qu'après son annulation. Voici peut-être le fait le plus étrange et le plus important. Lors de sa diffusion initiale, Star Trek n'a pas rencontré le succès escompté. Les audiences étaient médiocres. La chaîne est restée sceptique. L'émission fut annulée après 3 saisons, faute d'audience et en raison d'une case horaire peu attrayante. Selon tous les critères de succès télévisuel des années 1960, ce fut un échec. Puis, en 1969, et au début des années 1970, elle fut diffusée en syndication. Les chaînes locales américaines ont commencé à rediffuser la série. Les étudiants l'ont découverte. Une génération trop jeune pour l'avoir vue à sa première diffusion l'a découverte lors des rediffusions de l'après-midi et en est tombée amoureuse. Les conventions de fans ont commencé. Les acteurs originaux ont commencé à prendre conscience de l'impact de leur œuvre. Les lettres se sont multipliées. Les produits dérivés ont fait leur apparition. Le poids culturel s'est accumulé lentement, puis d'un coup, jusqu'à ce que Star Trek devienne incontournable. Un phénomène paradoxalement né de sa propre annulation. Le premier long-métrage est sorti en 1979. D'autres films ont suivi. La génération suivante a été lancée en 1987 et a connu un succès retentissant. Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, Discovery, Strange New Worlds. Une franchise initialement annulée pour cause d'échec commercial perdure désormais sous une forme ou une autre depuis près de 60 ans. C'est sans conteste l'un des renouveaux les plus extraordinaires de l'histoire du divertissement. Et cela s'est produit grâce à la force des idées et à la fidélité des fans, qui ont su maintenir le projet en vie durant la période de silence. Pendant l'annulation, pendant tous ces moments où l'univers semblait nous dire que c'était fini, et même quand une série annulée devient un phénomène mondial, il faut se poser la question, Star Trek était-il simplement en avance sur son temps, ou a-t-il véritablement changé le futur à jamais? 20 Fates. 20 fenêtres ouvertes sur une série qui semblait être une aventure spatiale à petit budget, et qui s'est révélée être tout autre chose. Une vision du futur construite avec des ressources limitées, des idées novatrices et une équipe de personnes qui croyaient sincèrement créer quelque chose d'important. Ils avaient raison. Star Trek n'a pas seulement prédit l'avenir, il a contribué à le façonner.
Le téléphone à clapet s'inspire du communicateur. La tablette rappelle le PADD. Porte coulissante automatique. Communication sans fil intra-auriculaire. Scanner médical. Autant d'éléments qui ont nourri l'imaginaire des ingénieurs et des scientifiques ayant grandi en regardant la série dans leur salon. Gene Roddenberry décrivait la série comme un convoi de chariots vers les étoiles, une aventure pionnière dans l'espace. Ce qui en est ressorti est bien plus durable, un ensemble de valeurs, inscrites dans un récit, transmisé de génération en génération. L'idée que la diversité est une force, que la curiosité est une forme de courage, que l'avenir mérite d'être conquis. Longue vie et prospérité. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire quel fait vous a le plus surpris. On se retrouve dans la prochaine vidéo.